Bismillah. Chers étudiants, salam alaikum. Je suis très heureux d'être avec vous dans cet espace virtuel dans le cadre de votre module de cardiologie. Aujourd'hui, on va parler de longueur stable. Le son est clair, Boubacar? Oui, oui, très bien. Ok. Donc, voici les objectifs du cours. D'abord, on va essayer de comprendre l'importance de longueur comme manifestation de la maladie coronaire. Donc, c'est l'épidémiologie. Ensuite, on va essayer de comprendre la physiopathologie de longueur stable. La partie la plus importante, c'est d'évoquer le diagnostic sur l'interrogatoire. Ensuite, connaître les différents examens paracliniques, au moins les principes de ces examens. Identifier les facteurs de mauvais pronostic et enfin, connaître les principes du traitement en gros. Donc, on va commencer avec l'épidémiologie. Donc, le longueur stable, c'est la première manifestation de la cardiopathie ischémique dans la moitié des cas. Donc, la cardiopathie ischémique, c'est une maladie qui peut se manifester de façon très variable. Ça peut aller de longueur stable, de l'ischémie silencieuse, on peut avoir des syndromes coronariens aigus et même de la mort subite. Dans la moitié des cas, la première manifestation, c'est longueur stable, d'où son importance. Donc, c'est un problème de santé publique dans tout le monde, avec des dépenses très importantes. Par exemple, aux États-Unis, les dépenses générées par cette maladie dépassent les 50 milliards de dollars par an. Voici à peu près les principales manifestations de la cardiopathie ischémique, de la maladie coronaire. Donc, avec une gravité croissante en allant de l'ischémie silencieuse, ensuite longueur stable, l'objet de notre cours, ensuite les syndromes coronariens aigus avec et sans décalage du segment ST, et enfin la manifestation la plus grave, la mort subite, qui peut être la première manifestation de cette maladie. Donc, sur le plan épidémiologique, la cardiopathie ischémique, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Elle tue environ 9 millions de gens par an. Presque autant de femmes que d'hommes. Donc, il n'y a pas une grande différence. 4,6 millions d'hommes et 4,3 millions de femmes. Par contre, les femmes sont généralement touchées à un âge plus tardif par rapport aux hommes. Donc, comme vous voyez ici, la première cause de mortalité dans le monde, c'est les cardiopathies ischémiques, ensuite les AVC, ensuite les autres maladies. En Algérie, c'est la première cause de mortalité depuis déjà 2007 et actuellement également, c'est toujours la première cause de mortalité chez nous. Donc ça, en gros, c'était l'épidémiologie. On voit que c'est une pathologie grave et très fréquente, d'où son importance. Donc maintenant, on va essayer de comprendre la physiopathologie de cette maladie. D'abord, c'est quoi la longueur stable? Longueur stable, donc on a deux mots, longueur et stable. Longueur, c'est un symptôme. Donc c'est le patient qui va rapporter une certaine gêne au niveau de la poitrine, donc une gêne thoracique, qui est causée par une ischémie myocardique. On dit qu'elle est stable. Donc, pourquoi? Parce qu'elle survient à l'effort, au stress émotionnel, et elle disparaît au repos. Si cette gêne survient au repos ou si elle ne disparaît pas à l'effort, si elle ne disparaît pas au repos, pardon, là, on va sortir du cadre stable de longueur, on va entrer dans les syndromes coronariens aigus. Sur le plan physiopathologique, cette longueur stable, c'est un symptôme qui est causé par l'ischémie myocardique. Donc, c'est quoi l'ischémie? C'est un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène. La principale cause, c'est l'athérosclérose coronaire. Et les autres cas, on peut avoir d'autres causes. Donc, dans 90% des cas, c'est essentiellement l'athérosclérose. Rarement, on peut avoir d'autres causes, par exemple, valvulopathie aortique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les cours, mais dans l'insuffisance aortique, dans le rétrécissement aortique, il y a également, comme symptôme, on peut avoir de longueur, même si les artères coronaires sont normales. C'est généralement dû à une exagération des besoins secondaires à l'hypertrophie. Donc, on a plus de cellules qui ont besoin d'oxygène. Donc, on peut avoir de longueur. Également, dans l'insuffisance aortique, par exemple, on a une baisse de la pression diastolique. Et comme vous savez, la pression diastolique, c'est la pression de perfusion coronaire, puisque les coronaires sont essentiellement perfusés pendant la diastole, puisqu'au moment de la systole, la contraction du myocarde va comprimer les artères coronaires et le débit coronaire est surtout assuré et surtout important au cours de la diastole. Donc, dans l'insuffisance aortique, la pression artérielle diastolique, elle est basse et donc la perfusion coronaire, elle est basse et on peut avoir
de l'angor également par défaut d'apport d'oxygène. Donc, on a également la CMH. La CMH, c'est la cardiomyopathie hypertrophique. C'est une atteinte primitive du myocarde qui entraîne une hypertrophie importante avec un risque de mort subite, etc. Et ça peut entraîner de l'angor également. On peut avoir de l'angor secondaire également à une anémie sévère. Donc, comme vous savez, l'anémie, donc, on a moins de globules rouges, donc moins de transporteurs d'oxygène. Donc, on aura moins d'oxygène pour les cellules myocardiques et ça peut déclencher un angor, soit si l'anémie est très sévère, soit s'il y a des lésions coronaires et l'anémie va aggraver cette ischémie myocardique déjà présente. Donc là, c'était à peu près la physiopathologie. Ensuite, on va revenir un peu sur l'athérosclérose, donc la principale étiologie. Donc, la plaque d'athérosclérose, donc la lésion de l'athérosclérose, comme vous savez, elle est composée de deux composantes, le noyau lipidique central et une chape fibreuse. On distingue deux types de plaques d'athérosclérose. Certaines plaques sont dites stables, puisque le noyau lipidique est très important. Et la chape fibreuse, elle est un peu épaisse. Donc, on va dire que la plaque, elle est stable. Par contre, lorsque le noyau lipidique est très large, avec une chape fibreuse fine, il y a un risque de rupture de plaque. Et si la plaque se rompt, il peut avoir la formation d'un thrombus qui peut obstruer totalement la lumière coronaire. Là, on voit ça dans les syndromes coronaires aigus. Parce que la formation de thrombus, elle est très rapide, en quelques minutes. Et donc, c'est une urgence vitale. C'est les syndromes coronaires aigus. Dans l'angor stable, généralement, la plaque, elle est plutôt stable. Il n'y a pas de rupture, ou plutôt, il n'y a pas de formation d'un thrombus de façon rapide. Et donc, la plaque va croître progressivement sur des années jusqu'à où elle entraîne une obstruction de la lumière coronaire de façon chronique. Donc là, ce n'est pas une urgence, c'est l'objectif de notre cours, c'est l'angor stable. En résumé, l'ischémie myocardique, c'est un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène et elle va entraîner sur le plan clinique l'angor, donc qui est la manifestation clinique de l'ischémie myocardique. Donc, à l'état normal, c'est un sujet sain, au repos, le débit coronaire est généralement suffisant. À l'effort, l'artère coronaire va se dilater pour assurer l'exagération des besoins générés par l'effort. L'artère coronaire se dilate, le débit coronaire va se multiplier pour assurer les besoins exagérés. S'il y a une sténose dans les artères coronaires, généralement le débit coronaire est suffisant au repos. C'est pour ça que le patient est généralement asymptomatique au repos. Mais à l'effort, l'artère coronaire ne peut pas se dilater de façon normale pour augmenter le débit coronaire et pour assurer les besoins exagérés générés par l'effort. Et là, on aura une ischémie myocardique avec sa manifestation clinique qui est l'angor, ou ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Donc, on a terminé avec la partie physiopathologie. J'espère que c'était clair. On va passer à la partie la plus importante qui est le diagnostic. Pour le diagnostic, il y a une certaine démarche diagnostique rigoureuse qu'il faut suivre. Donc, ça commence par l'interrogatoire, qui est l'étape clé, qui permet d'évoquer le diagnostic. Donc, c'est le rôle du médecin généraliste devant un patient qui présente une gêne thoracique, d'évoquer ce diagnostic. Ensuite, on a un certain nombre d'examens systématiques qu'on fait. Donc, il faut faire un examen physique, un bilan biologique, un ECG, plus ou moins une échocardiographie. Donc, ça, c'est des examens généralement systématiques chez tous les patients. Ensuite, souvent, le patient va être orienté vers un cardiologue qui va essayer de confirmer le diagnostic et d'évaluer le pronostic du patient à travers des tests qu'on appelle les tests d'ischémie, ou bien, ce sont des tests fonctionnels, ou bien des tests anatomiques, donc une exploration des artères coronaires. Donc, ça c'est la démarche diagnostique et on va la voir avec plus de détails, étape par étape. Donc, la première étape est l'interrogatoire, c'est l'étape clé. Donc, on recherche généralement 3 éléments. Il faut rechercher les antécédents cardiovasculaires du patient, les facteurs de risque cardiovasculaire du patient et surtout préciser les caractères de la douleur.
Donc, les antécédents cardiovasculaires, par exemple, si le patient a déjà fait un infarctus et qu'il se présente avec une douleur thoracique à l'effort, donc très probablement, cette douleur est un angor stable. Donc, un patient qui a fait, par exemple, un infarctus il y a quelques mois, etc., donc il est sorti de la phase d'instabilité et au marchand, il va avoir une douleur. Donc, cette douleur donc, va être liée à l'angor stable. Et donc, le fait que le patient a déjà fait un infarctus, ça augmente la probabilité que cette douleur soit due à un angor. Un patient qui a déjà fait, par exemple, une angioplastie coronaire ou un pontage coronaire, un patient qui a déjà fait un AVC ischémique, un patient qui a une artériopathie périphérique, un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, toute maladie liée à l'athérosclérose, si elle existe, donc elle va augmenter la probabilité clinique que le patient, donc on va augmenter la probabilité que la douleur que le patient présente est due à un angor stable. Les facteurs de risque, donc il faut rechercher les antécédents cardiovasculaires, il faut rechercher également les facteurs de risque, c'est-à-dire donc l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'hypercholestérolémie, l'obésité, la sédentarité, le régime hétérogène, etc. Donc tous ces facteurs donc, vont augmenter la probabilité clinique du patient. Donc l'âge bien sûr, donc les facteurs de risque modifiables, non modifiables. Donc si le patient est âgé, la probabilité que sa douleur est due à une cardiopathie ischémique va être élevée. Donc si un patient par exemple de 70 ans, diabétique, fumeur, il présente une douleur, même si elle n'est pas vraiment typique, donc la probabilité qu'elle soit due à une cardiopathie ischémique est très importante. Par contre, c'est chez une femme de 20 ans qui se plaint d'une douleur, même si elle est typique, la probabilité qu'elle soit due à une cardiopathie ischémique, elle est plutôt faible. Donc, les facteurs de risque non modifiables, donc l'âge, le sexe masculin et l'hérédité coronaire. Donc, tous ces facteurs augmentent la probabilité et elles permettent d'aider au diagnostic et d'orienter les examens paracliniques. Enfin, la partie la plus importante, c'est les caractères de la douleur. Donc, schématiquement, c'est un patient d'âge moyen, de sexe masculin, qui est fumeur, suite à un effort, par exemple en postprandial, en froid, etc. C'est des facteurs aggravants de la douleur. Il va se plaindre d'une douleur. Il désigne avec le plat de la main ou le poing, avec les deux mains, une douleur qui est rétrosternale, qui peut irradier vers la mâchoire et le cou, et vers le membre supérieur, surtout gauche, les membres supérieurs, surtout gauche. Donc ça, c'est un exemple typique, mais c'est pas toujours facile souvent. Donc les caractères de la douleur, il faut toujours rechercher la localisation et les irradiations de la douleur, le type de la douleur, la durée, les facteurs déclenchants et les facteurs qui soulagent la douleur. D'abord, la localisation, elle est très importante. Typiquement, elle est rétrosternale, donc au milieu de la poitrine. Pardon. Mais en fait, elle peut siéger n'importe où entre l'épigastre et la mâchoire, et entre les épaules et dans les bras et même jusqu'au doigt. Donc, la localisation, elle peut être très variable. Elle peut même être localisée au niveau de l'irradiation. Par exemple, on peut avoir une douleur juste au membre supérieur, une douleur juste à l'épigastre, une douleur juste à l'épaule ou au cou. Donc, ça, c'est des localisations qui peuvent évoquer le diagnostic, même si ce n'est pas typique. Par contre, si on a une douleur très bien localisée et désignée par le doigt, donc c'est clair, là, la douleur, généralement, elle n'est pas angineuse. Donc, la douleur angineuse, elle est mal localisée. On ne peut pas la désigner avec un doigt. Et souvent, les patients qui sont anxieux, etc., se plaignent d'une douleur punctiforme au niveau du mamelon, et souvent, c'est lié à l'anxiété. C'est une plainte très fréquente qui est clairement non angineuse. Ensuite, le type de la douleur, typiquement, elle est constrictive. Donc, le patient dit donc, ça, c'est la description la plus typique. Elle peut être un type de brûlure. Le patient donc, ça, c'est également assez typique. Et on peut même avoir même pas de douleur, une simple gêne. Donc, si on demande au patient s'il a une douleur, il vous dit non, mais j'ai une gêne, donc une gêne au niveau de la poitrine. Donc, ça peut être également lié à la cardiopathie ischémique.
On a également la durée qui est un facteur descriptif très important. Donc, la durée, si la douleur dépasse par exemple 10 minutes, donc là, soit elle n'est pas d'origine angineuse, soit c'est un syndrome coronarien aigu. Donc, dans l'angor stable, la douleur, généralement, elle ne dépasse pas 10 minutes. Bon, les patients peuvent parfois exagérer, mais si la douleur dépasse 20-30 minutes, c'est clair, ce n'est pas de l'angor stable. Soit c'est une douleur qui n'est pas d'origine cardiaque, soit ça peut être un syndrome coronarien aigu. Et là, on est dans le cadre de l'urgence. Il faut éliminer rapidement un syndrome coronarien aigu. Dans l'autre extrême, si la douleur est très brève, une douleur de quelques secondes, généralement, elle n'est pas d'origine angineuse. De toute façon, pendant quelques secondes et ça disparaît. Là également, c'est clair, c'est pas de l'angine de poitrine. Enfin, les facteurs déclenchants, c'est très important également. L'angor stable, il est toujours déclenché par l'effort, surtout le matin au froid et après un repas. Donc ça, c'est la forme typique. Mais, donc c'est des facteurs aggravants, le matin, le froid, la période postprandiale, etc. Mais surtout, la douleur, elle est déclenchée par l'effort. Le stress émotionnel va entraîner une tachycardie. La tachycardie va augmenter la consommation d'oxygène et elle peut déclencher l'angor. Donc, une douleur qui apparaît au repos, soit c'est une douleur liée à un syndrome coronarien aigu, soit ce n'est pas d'origine angineuse, mais ce n'est pas toujours évident, donc on va y revenir après. Donc, les facteurs déclenchants, on a également les facteurs qui soulagent la douleur. Donc, c'est le repos et les dérivés nitrés. Donc, la douleur apparaît à l'effort et elle disparaît rapidement au repos en quelques minutes, ou bien rapidement si on prend des dérivés d'action rapide. Donc, ça, c'est les caractères. C'est très important. Il faut garder ça à l'esprit. On va sortir avec une description qui va essayer de classer l'angor. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle typique, ou bien un angor atypique, ou bien une douleur non angineuse. Donc, l'angor typique, il faut avoir ces trois critères. Donc, c'est une gêne, généralement constrictive au niveau du thorax, ça peut être au niveau du cou, la joue, le bras, etc. C'est une douleur qui est provoquée par l'effort et qui est soulagée par le repos ou les dérivés nitrés dans les 5 minutes. Donc, si on a ces trois critères, on dit que l'angor est typique. Si on a deux de ces critères seulement, on va dire que l'angor est atypique. Donc, on peut avoir un angor atypique qui est dû à une cardiopathie ischémique. Donc, on ne va pas éliminer le diagnostic parce que le patient a un angor atypique. Enfin, si on n'a aucun de ces critères ou bien un de ces critères, donc on parle d'une douleur non angineuse. Donc, vous avez le patient, vous avez interrogé le patient. Ensuite, vous voulez orienter par exemple le patient à un cardiologue. Vous allez décrire à la fin de votre interrogatoire dans la lettre d'orientation que le patient présente soit un angor typique, un angor atypique, ou si on a un doute très important, on peut dire que la douleur est non angineuse, parfois même avec une douleur non angineuse, et on explore quand même le patient s'il a des facteurs de risque très importants, avec par exemple des modifications à l'ECG, etc. Parfois même avec une douleur non angineuse, on explore quand même. Mais il faut savoir décrire juste ce que vous avez retenu de l'interrogatoire. Toujours après l'interrogatoire, il faut classer la douleur selon sa sévérité également. Et ça, selon la classification de la Canadian Cardiovascular Society. Donc, on peut avoir un angor de classe 1, c'est-à-dire un angor aux efforts intenses. Donc, par exemple, lors d'une activité soutenue, rapide, prolongée. Donc, le patient va courir, par exemple, ou monter les escaliers de façon très rapide, ou faire du sport. Donc, là, s'il déclenche une douleur, on est dans la classe 1. La classe 2, c'est les efforts modérés. Donc, le patient est limité dans ses activités ordinaires, mais de façon assez discrète. Il n'est pas très gêné. Donc, il a de la douleur lorsqu'il marche, par exemple, de façon rapide, ou bien après le repas, ou bien au froid, ou lorsqu'il a en émotion, ou bien le matin. Donc, ensuite, il n'aura pas de douleur toute la journée, par exemple.
La douleur est déclenchée surtout en montant les pentes, en montant les escaliers, en moins un ou deux étages. Donc là, si la douleur se déclenche pendant ces efforts modérés, on parle d'un longueur de classe 2. Longueur de classe 3, c'est longueur aux efforts légers. Le patient est très limité et très gêné pour faire son activité quotidienne. Même s'il marche au plat, 100 ou 200 mètres, il va avoir de la douleur. Même s'il monte juste quelques escaliers, il a de longueur. Donc là, c'est longueur classe 3. Et enfin, longueur classe 4, c'est un longueur en moindre effort. Donc, il n'y a pas d'effort sans douleur. C'est presque un longueur de repos. Là, on se rapproche du syndrome coronarien aigu. Donc, la limite n'est pas très claire entre longueur stable classe 4 et longueur instable qui fait partie du syndrome coronarien aigu. Donc, dans ces cas, il faut voir l'évolution. Donc, si le patient se présente avec un longueur en moindre effort ou longueur de repos depuis quelques mois déjà, donc c'est clair, on est dans longueur stable. Par contre, si la symptomatologie est très récente, donc si le patient présente un longueur en moindre effort ou longueur de repos depuis presque même pas un mois ou maximum 2 mois, on est plutôt dans longueur instable qui fait partie des syndromes coronariens aigus. Ça devient une urgence. Donc, on revient à notre démarche diagnostique. On a terminé avec l'interrogatoire, on a bien évoqué le diagnostic, on a décrit donc la conclusion, soit c'est un longueur typique, atypique, de classe 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, il faut faire des examens. Donc, systématiquement, certains examens sont à faire, comme l'examen physique, la biologie, le CG et l'échocardio. L'examen physique, il est généralement négatif. Donc, souvent, il est normal. Mais il faut rechercher certaines données. Donc, il faut rechercher s'il y a une étiologie ou un facteur aggravant qui peut déclencher la douleur. Donc, si le patient présente une pâleur cutanéo-muqueuse, donc ça peut être une anémie qui est la cause de cette douleur angineuse. Il faut ausculter à la recherche, par exemple, d'un souffle aortique. Si le patient présente un souffle de rétrécissement aortique, donc la douleur peut être due à un rétrécissement aortique, etc. Donc, l'auscultation. Ensuite, il faut bien sûr rechercher les facteurs de risque. Donc, on va mesurer la pression artérielle, mesurer la taille et le poids. Il faut rechercher les autres localisations de l'athérosclérose. Comme vous savez, l'athérosclérose, c'est une maladie systémique. Donc, elle peut toucher n'importe quelle artère de moyen et de gros calibre. Donc, il faut rechercher d'autres localisations. Donc, on va palper les pouls, surtout les pouls fémoraux, par exemple, les pouls poplités, etc. Et il faut ausculter les artères carotides. Si on trouve un souffle au niveau de la carotide, donc ça évoque une sténose d'artère carotide qui est une atteinte athérosclérotique. Et donc, ça va augmenter la probabilité que le patient ait une cardiopathie ischémique. On palpe l'abdomen à la recherche d'un anévrisme de la aorte abdominale, etc. Un élément très important, donc il faut essayer si le patient localise bien sa douleur, on va essayer de palper, la partie douloureuse. Et si la douleur va se déclencher, ça peut évoquer plutôt une douleur pariétale, musculo-squelettique et non pas une douleur angineuse. Pour les examens biologiques, systématiquement, on va faire une numération formule sanguine à la recherche d'une anémie. En plus, il faut voir s'il y a une thrombopénie, etc. Donc, il peut gêner le traitement par les antiagrégants, par exemple. On fait une glycémie avec une hémoglobine glyquée. Donc, comme vous savez, le diabète est un facteur très important, facteur de risque très important d'athérosclérose. Le bilan lipidique complet, bien sûr. Le bilan lipidique, c'est la dyslipidémie, c'est un facteur de risque. En plus, c'est une cible thérapeutique. Donc, il faut avoir un bilan de départ pour suivre le patient. La créatinine avec une mesure de débit de filtration glomérulaire. Donc, le bilan rénal, il est très important, parce que certains traitements sont ajustés en fonction de la fonction rénale. Et en plus, l'insuffisance rénale en elle-même, la dysfonction rénale, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Le bilan hépatique également, certains traitements sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique. Le bilan thyroïdien, si la clinique est en faveur, si le patient présente un amaigrissement récent, ou une tachycardie, des sueurs, etc. Donc, ça peut être une hyperthyroïdie. Et l'hyperthyroïdie favorise le déclenchement de la douleur, ça augmente la consommation en oxygène. Et l'hypothyroïdie, généralement, favorise également l'athérosclérose, parce que ça accompagne d'obésité, de dyslipidémie, etc.
L'ECG, l'ECG intercritique, c'est-à-dire entre les crises. Donc, le patient, généralement, lorsqu'il consulte, n'a pas de douleur. Donc, la douleur a cédé, il va consulter. Donc, on fait un ECG, généralement, il est normal, parce qu'on n'est pas en pleine crise. Sauf si on peut tomber sur des séquelles d'infarctus, donc des ondes Q en antérieur, par exemple. Ça peut évoquer un infarctus ancien, même si le patient n'a pas été hospitalisé pour un infarctus. Donc, beaucoup d'infarctus du myocarde passent inaperçus et le patient n'est pas hospitalisé. Et le patient va consulter dans la phase d'angor stable. Et lorsqu'on fait le CG, on tombe sur des séquelles d'infarctus. On peut trouver également des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à une hypertension artérielle ou à un rétrécissement aortique, une CMH, etc. L'échocardio, elle peut être normale, bien sûr. Elle permet d'évaluer la fonction ventriculaire gauche, qui est un élément pronostique très important. Elle permet d'éliminer une valvulopathie aortique, une CMH, et elle peut montrer des séquelles d'infarctus également. Donc, si on a un infarctus antérieur, la paroi antérieure va être akinétique. Elle ne bouge pas, puisque les parois, les cellules sont nécrosées. Donc, ça peut témoigner d'un infarctus ancien. Donc, on est toujours dans le cadre de la démarche diagnostique. On a terminé avec l'interrogatoire. Certains examens sont systématiques. Donc, on a fait un examen physique, un bilan biologique, un ECG et une échocardio. Donc là, le patient, généralement chez le cardiologue, on va essayer de confirmer le diagnostic et d'évaluer le pronostic. Donc, on peut faire des tests d'ischémie fonctionnelle ou des tests anatomiques en fonction de la situation. Donc, pour les tests d'ischémie, il y a plusieurs. Donc, on a l'épreuve d'effort, l'écho de stress, la scintigraphie myocardique, l'IRM, etc. Donc, plusieurs examens. On va commencer par l'épreuve d'effort. Donc, l'épreuve d'effort, le principe est simple. Le patient a un angor qui est déclenché par l'effort. On va essayer de déclencher sa douleur. Le patient donc va pédaler sur une bicyclette ou bien marcher sur un tapis et on va surveiller la pression artérielle, le CG et l'apparition de la douleur. Donc, en plein effort, le patient, s'il a un angor d'effort, l'angor va apparaître avec, souvent, à l'ECG, on va trouver des modifications à type généralement un sous-décalage de segment ST. Donc, il faut au moins 1 mm, un sous-décalage d'au moins 1 mm, un sous-décalage horizontal, généralement dans la dérivation V5. Donc, si on a un sous-décalage d'au moins 1 mm, on va dire que l'épreuve d'effort est positive, c'est-à-dire que le diagnostic de cardiopathie ischémique est vraiment confirmé. Le problème avec l'épreuve d'effort, c'est qu'elle n'est pas très sensible, c'est-à-dire elle peut être négative alors que le patient a une maladie coronaire. Mais si l'épreuve d'effort est bien faite, le patient arrive à faire un effort important sans déclencher la douleur, c'est un élément de bon pronostic. Généralement, même s'il y a une atteinte coronaire, il n'est pas très sévère. Voilà, ça c'était pour l'épreuve d'effort. En plus, parmi les problèmes d'épreuve d'effort, c'est qu'elle dépend de l'ECG. Donc, si l'ECG est déjà anormal, on ne peut pas interpréter l'ECG d'effort. Donc, on recherche à l'épreuve d'effort l'apparition d'un sous-décalage du segment ST à l'effort. Certains sujets ont déjà un sous-décalage au repos. Donc, c'est très difficile d'interpréter les modifications de l'ECG à l'effort lorsque l'ECG est déjà anormal ou lorsque le patient présente un bloc de branche gauche. Donc, le bloc de branche gauche s'accompagne généralement d'un sous-décalage du segment ST en V5, V6 et l'ECG d'effort devient ininterprétable. Pour ces gens, on ne fait pas généralement d'épreuve d'effort, on fait ce qu'on appelle une imagerie de stress. Également, lorsque le patient ne peut pas faire d'effort, un patient très obèse, très sédentaire pour les femmes, un patient qui a un problème orthopédique, etc. Donc, c'est très difficile de faire une épreuve d'effort. Et si l'épreuve d'effort n'est pas maximale, si le patient n'arrive pas à faire un effort conséquent, là, ça devient ininterprétable et vaut mieux faire autre chose. Donc, on fait ce qu'on appelle une imagerie de stress. En plus, les imageries de stress, donc d'abord, elles sont plus sensibles et plus spécifiques. Donc, elles permettent de confirmer le diagnostic de façon plus fiable et de ne pas rater le diagnostic. Et en plus, elles permettent de localiser l'ischémie.
dans l'épreuve d'effort, la réponse, c'est épreuve d'effort positive ou négative. Elle confirme ou elle élimine le diagnostic, bon, sous réserve des faux négatifs et des faux positifs, bien sûr, mais elle ne permet pas de localiser l'ischémie. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une ischémie dans le territoire antérieur ou inférieur ou latéral, etc. Par contre, si on fait une imagerie de Strass, on va bien localiser l'ischémie myocardique. Donc, on a plusieurs types d'imagerie de Strass. On a surtout la scintigraphie myocardique, l'écho de Strass et l'IRM de Strass. Pour la scintigraphie myocardique, le principe est simple. Donc, le patient va faire un effort sur tapis roulant, sur une bicyclette, comme l'épreuve d'effort. Et à l'acmé de l'effort, donc au maximum d'effort, on va injecter un traceur radioactif, généralement le technétium. Donc, ce traceur va se fixer sur les zones normales, plus que les zones ischémiques. Donc, les zones normales vont fixer le radiotraceur, on va les voir de façon correcte. Et les zones qui ne fixent pas, donc c'est les zones ischémiques. Si le patient ne peut pas faire d'effort, donc on fait ce qu'on appelle un stress pharmacologique. On va essayer de simuler un effort en injectant un vasodilatateur qu'on appelle le dipyridamol. Le nom commercial, c'est la persentine. Donc, on va injecter la persentine. Ce médicament va entraîner une vasodilatation de toutes les artères coronaires et le sang va plutôt aller vers les zones normales. Donc, les zones où il y a une ischémie, l'artère coronaire ne se dilate pas correctement et le sang va se diriger plutôt vers les zones normales. C'est comme si en zone normale. Et on va voir que les zones normales vont fixer de façon correcte le radiotraceur, alors que les zones ischémiques ne vont pas fixer le radiotraceur. Voici par exemple une image d'une scintigraphie myocardique. Là, à l'effort ou après injection de persentine. Donc, on voit que la paroi inférieure ne fixe pas de façon correcte le radiotraceur. Au repos, les deux parois antérieures et inférieures fixent de façon correcte. Donc, on a une ischémie myocardique dans le territoire inférieur. La même chose pour l'écho de Strass. Là, on recherche plutôt la contraction myocardique. Donc, les zones ischémiques ne vont pas se contracter de façon correcte à l'effort. Donc, elles deviennent hypokinétiques à l'effort. Ou si le patient ne peut pas faire d'effort, on fait un stress pharmacologique en injectant un agent inotrope positif, par exemple la dobutamine. Donc, la dobutamine va entraîner une tachycardie avec une augmentation de la contractilité myocardique et les zones ischémiques ne vont pas suivre. Par contre, les zones normales vont se contracter de façon très rapide alors que les zones ischémiques n'arrivent pas à suivre et on va localiser l'ischémie. Les avantages de l'écho de Strass, c'est qu'elle est moins coûteuse par rapport à la scintigraphie et il n'y a pas de rayons ionisants, donc il n'y a pas d'irradiation. Mais ses inconvénients, c'est qu'elle est un peu opérateur dépendante. Donc, donc il faut de l'expérience pour maîtriser la technique, etc. Et elle peut être difficile chez certains patients peu échogènes. Un patient obèse ou qui a un BPCO, par exemple, un emphysème, etc. On ne peut pas voir de façon correcte les parois myocardiques et l'interprétation devient très difficile. On a également l'IRM de Strass. Donc, comme l'écho de Strass, c'est moins opérateur dépendant, donc c'est plus fiable. Mais malheureusement, elle n'est pas très disponible. Donc, on a terminé avec les tests d'ischémie, les tests fonctionnels. Donc, bien sûr, après l'interrogatoire et les examens systématiques, on a également ce qu'on appelle des tests anatomiques. Donc, on va explorer, on va voir l'anatomie coronaire, soit par un scanner, c'est le coroscan, soit de façon invasive, c'est la coronarographie. Donc, ça, c'est le coroscan. Son intérêt surtout est qu'il a une très bonne valeur prédictive négative, c'est-à-dire il peut éliminer de façon très fiable la maladie coronaire. Par exemple, on a un patient, on l'interroge, etc. On voit son âge, son sexe, ses antécédents, etc. On pense que la maladie coronaire est très peu probable, mais on n'est pas sûr. Et on est obligé d'éliminer la maladie coronaire.
Donc là, le coroscan est parfait pour ça. Donc s'il montre qu'il n'y a pas de lésion coronaire, on est tranquille, on va éliminer une maladie coronaire obstructive. Donc voici une image d'un coroscan. Donc ça, c'est l'aorte en coupe horizontale. On a la coronaire gauche et la coronaire droite. La coronaire gauche, elle se divise pour donner l'IVA, donc l'interventriculaire antérieur, et la circonflexe. Donc l'IVA pour la paroi antérieure généralement, la circonflexe pour la paroi postérolatérale, la coronaire droite pour la paroi inférieure. Donc vous voyez ici, à l'origine de l'IVA, une sténose sur l'IVA ostiale, et voici l'équivalent sur la coronarographie, donc le tronc commun gauche. Donc l'artère coronaire gauche, il y a un tronc commun, l'IVA avec la sténose serrée. Et pour ce patient, on a une trifurcation. Généralement, on a une bifurcation. Le tronc se divise en IVA et en circonflexe. Parfois, on a également la bissectrice au milieu. Peu importe. Donc, ça, c'est une sténose très serrée sur l'IVA ostiale. Ça, c'est la coronaire droite. Donc, on a une sténose au niveau de la coronaire droite proximale. Et voici l'équivalent sur la coronarographie. Bon, le coroscan, c'est une technique irradiante. Donc, on utilise des rayons X et elle nécessite l'injection d'un produit de contraste iodé. Donc, il y a un risque d'allergie ou d'insuffisance rénale, d'altération de la fonction rénale. Donc, il faut faire attention. Le coroscan également n'est pas difficilement interprétable chez les patients obèses ou les patients qui ont des troubles du rythme. Et dans ces cas, on préfère d'autres explorations. Enfin, la coronarographie, pour le moment, c'est le gold standard. Donc, c'est l'examen de référence pour confirmer ou éliminer une maladie coronaire. Elle se fait, donc c'est une technique invasive, donc on va faire une ponction, soit de l'artère radiale ou de l'artère fémorale, sous anesthésie locale. Donc, comme c'est invasif, donc il y a possibilité de complications, même si c'est rare, mais les complications existent. Et donc, il ne faut pas faire une coro pour tout le monde. Il faut cibler les indications. Généralement, la coro est indiquée chez les patients qui ont un angor sévère malgré un traitement optimal. Donc, le patient qui résiste au traitement. Également chez les patients qui ont un risque élevé, en faisant les tests non invasifs, on trouve que le patient semble avoir un risque très élevé, donc on va aller vers la coronarographie. Également, lorsque les examens non invasifs ne sont pas concluants, on a fait plusieurs examens, on n'est pas sûr, donc pour être sûr, on fait une coro. S'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, donc on fait une écho, on voit que la fraction d'éjection ventriculaire gauche est basse, là, le pronostic est mauvais. Généralement, on fait quand même une coronarographie. Et pour certaines professions à risque, par exemple un pilote, donc on ne peut pas avoir un doute, il faut être certain, sinon donc le pilote va exposer d'autres gens au risque s'il fait un malaise, s'il fait un problème coronaire aigu. Donc sur le plan anatomique, on parle de sténose serrée si elle dépasse les 70%. Donc comme cette image, donc on a une sténose sur l'IVA ostiale qui dépasse 70%, donc on dit que c'est une sténose serrée. Sur le tronc commun gauche, s'il y a une sténose qui dépasse 50%, on dit qu'elle est serrée. Donc entre 50 et 70%, c'est intermédiaire, et si la sténose est inférieure à 50%, on dit qu'elle n'est pas significative. Donc la coronarographie se réalise au niveau d'une salle de cathétérisme, une salle de cathé. Donc la salle de cathé, le patient est en décubitus dorsal sur la table avec un arceau. Là, c'est le tube qui va générer les rayons X. Et là, c'est le capteur qui va capter les rayons et il va transformer les données en un signal vidéo. Donc, on va avoir des images en vidéo qu'on grave généralement sur un CD et on donne au patient avec un compte rendu. Donc, ça commence par l'anesthésie locale, une ponction avec une aiguille, par exemple ici c'est l'artère radiale. Ensuite, on va introduire un guide au niveau de l'aiguille et on fait sortir l'aiguille. Ensuite, on introduit ce qu'on appelle un introducteur, un désilé. Et à travers ce désilé, on va monter des sondes.
vers les coronaires. Donc ici, une sonde vers la coronaire gauche, et ici, une sonde vers la coronaire droite. Ensuite, on va injecter un produit de contraste iodé pour voir. Donc ici, c'est la coronaire droite. Ici, c'est la coronaire gauche avec le tronc commun, l'IVA et la circonflexe. Et on termine par un pansement compressif et le patient peut rentrer le jour même. Ça dure 15 à 30 minutes généralement. Donc, on a terminé avec la démarche diagnostique. À la fin de cette démarche, on va établir également un pronostic. Donc, le pronostic est important pour orienter le traitement. Si le patient semble avoir un pronostic mauvais, on va être plutôt agressif dans le traitement. Si le pronostic semble bénin, on va être moins agressif. Donc, quels sont les facteurs de mauvais pronostic? C'est d'abord, sur le plan clinique, la sévérité de l'angor. Si un angor de classe 3 ou 4, le pronostic est plus mauvais. S'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, une fraction d'éjection basse à l'échocardio, donc c'est un élément de mauvais pronostic. En réalisant un test d'ischémie, si le seuil ischémique est bas, par exemple, le patient, dès qu'il pédale sur la bicyclette, il va avoir de la douleur. C'est le premier palier de l'effort. C'est un élément de mauvais pronostic. Également, si à la scintigraphie ou à l'écho, la zone ischémique est très large. C'est un élément de mauvais pronostic. Sur le plan anatomique, si on a ce qu'on appelle des lésions tritronculaires, c'est-à-dire des lésions sur les trois troncs, les trois coronaires principales. Donc l'IVA, la saillie, c'est la coronaire droite. Et on a les trois troncs qui sont touchés, on dit que les lésions sont tritronculaires et ça, généralement, c'est un élément de mauvais pronostic. Également, l'atteinte du tronc coronaire gauche, donc, est important également, ou également l'IVA proximale, la partie proximale de l'IVA qui est la principale artère coronaire. Enfin, on va terminer avec le traitement. Donc, les objectifs du traitement sont doubles. D'abord, on va essayer d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc, ces patients qui ont un angor, même si c'est stable, même si ce n'est pas urgent, mais ils ont une très mauvaise qualité de vie. Puisqu'ils n'arrivent pas à marcher, par exemple, n'arrivent pas à porter ses enfants, à monter les escaliers. Donc, c'est vraiment très gênant. Et il faut essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients par un traitement à visée symptomatique. Donc, on donne un traitement pour améliorer les symptômes. Également, ces patients sont à risque. Donc, ils peuvent faire un syndrome coronarien aigu, ils peuvent faire une mort subite. Donc, on va leur traiter par des médicaments à visée pronostique pour améliorer la survie. Donc, sur le plan pronostic, il faut essayer de contrôler les facteurs de risque. Donc, pour la dyslipidémie, on va donner une statine à forte dose, parce qu'on est dans la prévention secondaire. Ces patients qui ont déjà une atteinte coronaire, donc on est en prévention secondaire, il faut donner une statine à forte dose. Et si nécessaire, si on n'arrive pas aux cibles, donc la cible, c'est chez les patients à très haut risque, donc c'est inférieur à 0,55. Il faut avoir un ADL inférieur à 0,55 grammes par litre, ou au moins inférieur à 0,7. Donc, si les statines à forte dose, on n'arrive pas à atteindre les cibles, on peut associer d'autres médicaments comme les étémibes ou les anti-PCSK9. Donc, il faut essayer de sevrer le tabac, ce n'est pas toujours facile, contrôler l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète. On conseille aux patients de faire une activité physique. Donc, paradoxalement, l'angor se déclenche à l'effort, mais l'activité physique, elle est plutôt conseillée. Donc, le patient va marcher. S'il a de la douleur, il s'arrête. Mais le fait de faire une activité physique, ça va améliorer la tolérance à l'effort. Ça va même créer des collatérales pour perfuser les artères, le myocarde. Enfin, le régime également, on en a déjà parlé dans le cours d'athérosclérose, il a un impact sur tous les autres facteurs. Enfin, il faut donner un anti-agrégant. Donc, le risque avec la plaque d'athérosclérose, donc la plaque en elle-même, elle n'est pas très dangereuse. Mais si elle se rend avec la formation d'un thrombus, le thrombus, c'est l'ennemi du cardiologue. Les plaquettes, ce sont les ennemis. Donc, on va bloquer ces plaquettes par un anti-agrégant pour éviter la survenue d'un syndrome coronarien aigu. Donc, on donne de l'aspirine ou si l'aspirine est mal tolérée ou contre-indiquée pour une allergie, par exemple, ou sur le plan digestif, si elle est mal tolérée, on donne le clopidogrel, c'est un autre anti-agrégant. Parfois, on va associer les deux. On va voir
Donc, ça, c'est le traitement à visée pronostique pour essayer d'éviter la mortalité et éviter les syndromes coronariens aigus. Pour améliorer les symptômes, on va traiter d'abord la crise. Donc, si le patient déclenche une crise d'angor, il va avoir un traitement pour arrêter la crise. Et on a un traitement de fond pour éviter la survenue de crise d'angor et améliorer la tolérance à l'effort. Donc, pour le traitement de la crise, on va donner des dérivés nitrés en sublingual. Donc, soit en spray, donc le patient porte avec lui son spray. Lorsqu'il fait un effort et il a la douleur, il s'arrête et il met son spray sous la langue. Ou bien des comprimés de dérivés nitrés en sublingual, sous la langue. On peut même, si le patient va faire un effort et il risque de faire une crise, avant de sortir, il va faire un spray et il va marcher. Ça peut éviter la survenue d'une crise d'angor. Pour le traitement de fond, c'est le traitement que le patient prend chaque jour pour éviter la survenue de crise. Donc, c'est en première intention, on donne des bêta-bloquants ou des inhibiteurs calciques ou les deux. On peut associer les deux. Si ces médicaments ne sont pas suffisants, on a d'autres médicaments comme les dérivés nitrés à action prolongée, la triméthazidine, la morphidomine, l'ivabradine, etc. Donc, on va revoir rapidement les mécanismes d'action de ces médicaments. Par exemple, les bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants diminuent la consommation myocardique en oxygène. Il faut savoir que la consommation myocardique en oxygène, elle dépend de trois facteurs. De la fréquence cardiaque. Donc, plus la fréquence cardiaque augmente, plus la cellule myocardique va consommer de l'oxygène. Les bêta-bloquants vont ralentir la fréquence cardiaque et vont améliorer la consommation. La consommation en oxygène de la cellule myocardique dépend également de la contractilité. Donc, si on diminue la contractilité, on va diminuer la consommation en oxygène et elle dépend d'un troisième facteur qu'on appelle la tension pariétale. Et donc, la tension pariétale, c'est la précharge et la post-charge, c'est-à-dire le repos veineux et la pression artérielle. Donc, si on diminue la pression artérielle, le myocarde, lorsqu'il se contracte, il va avoir moins de résistance et ça va diminuer la consommation en oxygène. Donc, les bêta-bloquants agissent sur ces trois facteurs, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la contractilité, en bloquant les récepteurs bêta pour le système nerveux sympathique. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'asthme, puisque les récepteurs bêta-2 entraînent une bronchodilatation. Si on bloque les récepteurs bêta, ça entraîne une bronchoconstriction, même si les bêta-bloquants actuellement sont cardiosélectifs, donc ils bloquent surtout les récepteurs bêta-1, mais à forte dose, ils bloquent également les récepteurs bêta-2 et ça peut entraîner une bronchoconstriction. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués également en cas de bradycardie, parce que si la fréquence cardiaque est déjà lente, les bêta-bloquants vont aggraver encore la bradycardie et donc ils sont contre-indiqués. Le bêta-bloquant le plus utilisé, c'est le bisoprolol. La dose optimale, c'est 10 mg par jour, mais on commence généralement progressivement. On a également les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, en bloquant les canaux calciques, entraînent une vasodilatation coronaire, une vasodilatation artérielle et veineuse. Donc, on va diminuer la consommation en oxygène en diminuant le retour veineux. Donc, si on dilate les veines, il y a moins de sang qui arrive vers le cœur. Donc, le travail du cœur diminue et on améliore la consommation en oxygène. Également, en dilatant les artères, on va avoir une baisse de la pression artérielle. On a deux types d'inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, ce qu'on appelle non dihydropyridiniques, comme le diltiazem et le verapamil, ces inhibiteurs calciques agissent au niveau du cœur et sur les vaisseaux. Donc, au niveau du cœur, ils diminuent la fréquence cardiaque et la contractilité, comme les bêta-bloquants. Par contre, les inhibiteurs calciques dihydropyridiniques, comme l'amlodipine, ces médicaments n'agissent pas sur le cœur. Donc, ils agissent juste sur les vaisseaux. Donc, on ne diminue pas la fréquence cardiaque et la contractilité, mais on entraîne une vasodilatation artérielle et on va avoir une baisse de la post-charge. Donc, on a ce qu'on appelle des inhibiteurs calciques bradycardisants et des inhibiteurs calciques non bradycardisants. Donc, pour l'angor, on va donner, si le patient est sous bêta-bloquant, on peut associer plutôt l'amlodipine. Donc, puisque les bêta-bloquants déjà ralentissent la fréquence cardiaque, au mieux ne pas associer les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques bradycardisants. Si les bêta-bloquants sont contre-indiqués, pour un asthme par exemple,
on peut donner des inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques, c'est-à-dire bradycardisants, pour diminuer la fréquence cardiaque et la contractilité. Les effets secondaires, c'est des céphalées et des œdèmes, puisque c'est des vasodilatateurs. Donc, si on dilate les vaisseaux à destinée crânienne, on va obtenir des céphalées. Si on dilate les vaisseaux pour les membres inférieurs, on peut entraîner des œdèmes. On a également les dérivés nitrés, c'est des vasodilatateurs également coronaires et surtout ça entraîne vasodilatation veineuse. L'effet secondaire principal, c'est les céphalées. On peut les utiliser par voie orale ou par voie transcutanée, une sorte de patch qu'on colle sur la peau, et il faut les enlever généralement la nuit pour éviter ce qu'on appelle la tolérance. Puisque si on donne les dérivés nitrés de façon continue, les cellules vont s'habituer à l'effet et l'effet devient moins important et il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Donc, on donne généralement le jour et on évite de donner la nuit, par exemple. On a également la morsidomine, le nom commercial, c'est le Corvasal. C'est pas un dérivé nitré sur le plan chimique, mais sur le plan action, c'est la même chose. Donc, c'est apparenté au dérivé nitré. D'autres médicaments, on a le triméthazidine, le nom commercial, c'est le Bastarel. Il a un mécanisme d'action un peu particulier, puisqu'il diminue la consommation en oxygène en agissant sur le métabolisme cellulaire. Donc, il n'agit pas sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle, mais sur le métabolisme. On a également l'ivabradine. L'ivabradine agit sur le nœud sinusal. Il entraîne une bradycardie. Donc, il n'agit pas sur la pression artérielle, juste au niveau du nœud sinusal pour diminuer la fréquence cardiaque. Enfin, la revascularisation. Donc, si le patient présente un angor résistant malgré les traitements qu'on donne, donc on commence par les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, et si nécessaire, on associe les dérivés nitrés, plus ou moins la triméthazidine ou l'ivabradine, le patient reste toujours symptomatique. Ou bien si le traitement est mal toléré, avec des effets secondaires, etc. Donc, il vaut mieux aller vers une revascularisation. Au moins, généralement, si le patient présente des lésions menaçantes à la coronarographie ou au coroscan, donc si on a une lésion au niveau du tronc commun ou des lésions tritronculaires, ou si le pronostic paraît mauvais, donc une dysfonction VG ou des lésions, une ischémie très étendue, dans ces cas, on préfère une revascularisation, c'est-à-dire la revascularisation peut se faire par deux méthodes, soit par voie percutanée, ce qu'on appelle l'intervention coronaire percutanée ou l'angioplastie, soit par chirurgie, c'est le pontage coronaire. Donc, l'intervention coronaire percutanée, l'angioplastie, donc c'est une technique de cardiologie interventionnelle, donc c'est le cardiologue qui l'a fait, non pas le chirurgien. Donc, ça consiste à, juste après la coronarographie, donc après ponction fémorale ou radiale, on va monter un petit guide, un guide très fin qui passe à travers la sténose coronaire. Ensuite, on va monter sur le guide un ballon et on va gonfler pour dilater l'artère. Et souvent, on va mettre une prothèse, une endoprothèse métallique qu'on appelle stent, une sorte de ressort qu'on positionne au niveau de la lésion pour ouvrir l'artère et éviter l'arosténose. Donc, les stents qu'on utilise actuellement, c'est des stents actifs. C'est-à-dire, c'est des stents qui délivrent des médicaments qui évitent l'arosténose. Puisque si on trouve, contrairement aux stents nus, c'est des stents juste métalliques, il n'y a pas de médicaments qu'on utilisait dans le passé. Les stents nus, généralement, il peut y avoir de l'arosténose après. Dans 30% des cas, surtout si le patient est diabétique, etc., on peut avoir une rosténose. Donc, avec les stents actifs, le risque de rosténose, il est faible, inférieur à 10%. Et avec les stents également, il y a un risque de thrombose. C'est un corps étranger, le stent peut se boucher. Donc, pour éviter ça, on va donner une double anti-agrégation plaquettaire. Donc, on va associer l'aspirine et le clopidogrel pendant au moins un mois. Généralement, on va jusqu'à 6 mois, sauf si le risque hémorragique est élevé, on reste sur un mois. Et donc, il ne faut jamais arrêter cette double anti-agrégation plaquettaire sans passer par le cardiologue, parce que le patient peut faire une thrombose de stent qui peut être grave. Ça entraîne un infarctus avec un risque de mort subite. Donc, on a parfois des patients qui vont faire une chirurgie ou bien même des soins dentaires, etc. Et leurs médecins leur disent d'arrêter l'aspirine ou le clopidogrel. Et ça peut entraîner des catastrophes.
faut jamais arrêter ces médicaments sans passer par le cardiologue. Enfin, la chirurgie de pontage, donc, ça consiste à quoi? Donc, comme son nom l'indique, le pontage, on va réaliser une sorte de pont. Donc là, par exemple, on va prendre une veine, la veine saphène en l'occurrence. Donc c'est une veine qui est dans le membre inférieur qu'on prélève et on va la placer entre l'aorte et l'artère coronaire en aval de la lésion coronaire pour perfuser les zones ischémiques. Ensuite, avec les ponts veineux, les veines saphènes, on a remarqué qu'il y a un risque de dégénérescence si la veine se bouche au bout de quelques années. Donc actuellement, on préfère les greffons artériels, c'est-à-dire on prend l'artère mammaire interne gauche, ce qu'on appelle également l'artère thoracique interne gauche. C'est une artère qui vascularise normalement la paroi thoracique. Elle naît de l'artère sous-clavière gauche. Voici l'artère sous-clavière gauche qui naît de la crosse de l'aorte. Donc le chirurgien va prélever cette artère et la brancher directement sur l'artère coronaire en aval de la sténose. Donc le pontage, il est indiqué généralement si les lésions sont très complexes, surtout chez le diabétique. Donc des lésions très tronculaires, avec une lésion du tronc commun, des lésions diffuses, etc. On ne peut pas stenter partout, les stents peuvent se boucher, etc. Dans ces cas, on indique un pontage, c'est une technique de chirurgie, donc dans l'anesthésie générale, généralement on fait une sternotomie, c'est-à-dire on ouvre le thorax et on fait notre chirurgie et le patient va sortir au bout de quelques jours. Contrairement à l'angioplastie, le patient peut sortir le jour même ou le lendemain si tout va bien. On termine avec un certain nombre de formes particulières. D'abord, l'angor de Prince-Métal, l'angor vasospastique. C'est un angor, généralement l'angor survient au repos avec à l'ECG un sus-décalage transitoire. Il est dû à un spasme coronaire, c'est-à-dire il n'y a pas de sténose coronaire significative, mais c'est les cellules musculaires lisses de la média qui vont se contracter et boucher l'artère de façon transitoire. C'est un spasme. Et au moment du spasme, sur l'ECG, on trouve généralement un sus-décalage du segment ST qui est transitoire, mais ça peut entraîner une certaine nécrose, et donc ça peut être grave. L'angor survient au repos, donc ça fait plutôt évoquer un syndrome coronarien aigu plus que l'angor stable. Et le diagnostic est parfois difficile si on ne tombe pas sur le sus-décalage transitoire. Donc on fait la coronarographie, on ne trouve rien parfois, mais on peut déclencher ce spasme en injectant des produits comme l'acétylcholine ou l'ergonovine, le métergin. Donc on va essayer de déclencher le spasme pour confirmer le diagnostic. Le traitement est un peu différent puisque les bêta-bloquants, généralement, peuvent aggraver le spasme, donc plutôt les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques. Enfin, l'angor microvasculaire. Donc, c'est quoi? C'est à la mode actuellement, c'est très fréquent, surtout chez les femmes. C'est un angor typique, généralement, à l'effort, parfois même au repos, mais les artères coronaires ne sont pas bouchées. Donc, on fait un test ischémique qui peut être positif. On fait la coronarographie, elle est normale. Donc, il est dû à une atteinte de la microcirculation. À la coronarographie, on voit que les artères épicardiques, donc les artères de moyen calibre, mais les artérioles, la microcirculation, on ne peut pas la voir. Et le trouble au niveau de cette microcirculation peut entraîner de l'angor typique. Et le traitement est difficile, mais généralement, c'est les mêmes médicaments qu'on utilise pour l'angor obstructif. Voilà, on a terminé. Donc, en conclusion, il faut garder que l'angor, c'est un symptôme. Donc, le patient qui va le rapporter, il est causé par une ischémie myocardique transitoire. Et il traduit sur le plan physiopathe un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène. La principale étiologie, c'est l'athérosclérose. Le diagnostic est basé sur l'interrogatoire, plus ou moins les tests d'ischémie et les tests anatomiques. La coronarographie est indiquée si l'angor est résistant ou si l'ischémie est sévère, étendue. On a un traitement à visée pronostique, c'est le contrôle des facteurs de risque, une statine à forte dose et de l'aspirine. Un traitement symptomatique à base de bêta-bloquants et ou des inhibiteurs calciques, plus ou moins les dérivés nitrés, la triméthazidine, l'ivabradine, etc. Et si nécessaire, on va faire une revascularisation par angioplastie ou par pontage
si l'angor est résistant ou l'ischémie est sévère. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Docteur, Oui, quelle est des questions? Juste à droite. Juste à droite. on va voir. Donc, on va commencer par le... Pour les facteurs de risque, est-ce que c'est les mêmes facteurs que pour l'athérosclérose? Oui. Donc, les facteurs de risque d'athérosclérose, c'est les mêmes facteurs de risque, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires. C'est la même chose. Deuxième question. Les facteurs de risque de l'athérosclérose sont les mêmes que... Voilà, c'est une réponse. Pourquoi on injecte au cours de la scintigraphie de stress un vasodilatateur? Oui, donc pour la scintigraphie, si le patient n'arrive pas à faire un effort conséquent, donc on va injecter un vasodilatateur. Ce vasodilatateur, en l'occurrence la persentine, va dilater les artères coronaires. Mais la dilatation va être plus importante pour les artères normales. Pour l'artère qui est bouchée, l'artère sténosée, elle ne va pas se dilater de façon normale. Donc on va créer une différence entre les zones normales et les zones ischémiques. Les zones normales vont recevoir plus de sang, donc plus de radiotraceurs, et par rapport aux zones qui sont ischémiques, et on va avoir une hypofixation du radiotraceur dans la zone ischémique. J'espère que c'était clair. Question suivante. La statine est donnée pour la prévention secondaire uniquement. Non, les statines, bien sûr, pour la prévention secondaire, on donne plutôt une forte dose. Donc, on va essayer de baisser le cholestérol LDL d'au moins 50%. Donc, on va utiliser une statine à forte dose, exemple la torvastatine à 80, à 40 ou à 80 mg, ou la rosuvastatine à 10 ou 20 mg. Donc, il faut donner une statine à forte dose. En prévention primaire, les statines sont également un traitement très important. On va éviter les complications, donc on va éviter la survenue de maladies liées à l'athérosclérose, et on va donner une statine, mais on n'est pas très agressif. Donc, on a des cibles. Si les cibles sont moins strictes par rapport à la prévention secondaire, et parfois une dose modérée va suffire. Mais si nécessaire, même en prévention primaire, on peut donner une statine à forte dose, si le risque est très élevé. Si le malade prend le traitement de fond, il sera privé des efforts intenses ou non? Généralement, on encourage les patients à faire une activité physique modérée au moins, mais bon, on va éviter les efforts très intenses. Donc, le patient ne va pas faire du marathon, du sport de compétition, etc. Mais pour les efforts habituels, même si c'est un peu intense, il n'y a pas de problème si le patient prend son traitement. Au contraire, il faut éviter donc l'effort, ça fait partie, l'activité physique, ça fait partie du traitement. Donc, et la sédentarité, c'est un facteur de risque qui aggrave la maladie. Ici, des hydropyridiniques, c'est un inhibiteur calcique bradycardie. Donc, c'est ça. Oui, donc les inhibiteurs calciques, on a deux formes, deux types. Les dihydropyridines ne sont pas bradicardisants, puisqu'ils n'agissent que sur les vaisseaux. Les non-dihydropyridiniques agissent sur le cœur et les vaisseaux et peuvent entraîner une bradycardie et une diminution de la contractilité. Pouvez-vous nous répéter c'est quoi une lésion tritronculaire? Oui, donc dans la circulation coronaire, on a l'artère coronaire gauche. Donc on a la coronaire gauche qui se divise en deux artères. Donc, on a un tronc qui se divise dans les l'IVA, l'interventriculaire antérieure, et la CX, la circonflexe. Et on a la coronaire droite. Donc, on a trois artères coronaires principales. L'IVA, la circonflexe et la coronaire droite.
Donc, si on a une lésion significative sur ces 3 artères, on parle d'une maladie tritronculaire et c'est une maladie assez étendue. Question suivante. Je n'ai pas bien compris l'association bêta-bloquant inhibiteur calcique. Donc, l'association inhibiteur calcique bradykardisant, généralement, on va commencer par un bêta-bloquant, un inhibiteur calcique en fonction de la situation, le plus souvent par un bêta-bloquant. Si le bêta-bloquant est insuffisant, on peut associer en deuxième intention un inhibiteur calcique. Donc, par exemple, on va donner le bisoprolol, qui est un bêta-bloquant, il va entraîner une baisse de la fréquence cardiaque et de l'activité. Le patient a toujours de l'angor, on va associer l'amlodipine, qui est vasodilatateur, donc l'effet est synergique et ça va améliorer la tolérance à l'effort. L'association bêta-bloquant inhibiteur calcique et bradykardisant est plutôt déconseillée, puisque les deux entraînent une bradycardie, mais on peut la donner dans certaines situations. Quelles sont les indications de la revascularisation? Bon, il faut savoir que la revascularisation chez les patients stables, elle est surtout à visée symptomatique. Donc, le bénéfice est surtout sur les symptômes. Si le patient est si le langor est mal contrôlé malgré le traitement médical optimal, si le traitement est mal toléré avec des effets secondaires, etc., on va aller vers la revascularisation par angioplastie ou par pontage en fonction de l'anatomie coronaire. Donc, c'est surtout pour les patients qui résistent au traitement médical. D'autres indications, c'est lorsque on a une atteinte très sévère, par exemple une atteinte du tronc commun gauche. Généralement, on va vers la revascularisation. Voilà, c'est les principales indications. Bon, si l'ischémie est très sévère, là, c'est un peu controversé. Donc, une ischémie sévère étendue, généralement, on a la tendance actuellement à aller plutôt vers le traitement médical, même si l'ischémie est sévère. Mais c'est un peu controversé. Donc, l'indication essentielle, c'est pour améliorer les symptômes. Question suivante. Quel est l'examen de référence le plus rapide qui nous oriente vers ce diagnostic lorsqu'on a des artères diagnostic différentiel? Est-ce que c'est le CG et les autres examens sont juste pour la confirmation? Donc, il faut savoir que pour l'angor stable, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas obligé d'éliminer rapidement. Ce n'est pas un syndrome coronarien aigu. Le diagnostic doit se faire très rapidement et il faut agir très rapidement. D'un autre côté, le CG, généralement, ça ne rapporte pas beaucoup d'informations en cas d'angor stable. Donc, ça peut orienter, mais il peut être tout à fait normal. Donc, il faut bien prendre son temps à interroger le patient. C'est l'étape la plus importante. Ensuite, parfois, à l'interrogatoire, le diagnostic est déjà clair. Ensuite, il faut orienter le patient, généralement. Donc, on fait un ECG, un bilan, etc. On oriente le patient. Le cardiologue va faire une échocardiographie. Il va faire un test. Soit on va plutôt vers le corps scan, soit plutôt vers les tests fonctionnels. Donc, les preuves d'effort, la scintigraphie, l'écho de stress. C'est en fonction de la situation. Par exemple, un patient qui est très obèse va faire un coroscan. Un patient qui est asthmatique, par exemple, on ne peut pas faire une scintigraphie à la persentine, c'est contre-indiqué en cas d'asthme, par exemple. Donc, c'est en fonction de la situation. Si le patient ne peut pas faire d'effort, on ne va pas faire une preuve d'effort. C'est en fonction également de la disponibilité locale et du coût de l'examen. Certains, par exemple, la Constantine, l'écho de stress n'est pas très bien développé. Généralement, on fait plus de scintigraphie. Et la scintigraphie, elle est un peu chère. Donc, si le patient n'a pas des moyens, on ne peut pas faire. Donc, c'est au cas par cas. Il faut regarder juste les principes de chaque examen. Et généralement, c'est le cardiologue qui va demander ces examens. Mais le CG ne confirme pas le diagnostic d'angor stable. Donc, le CG, il est souvent normal. Donc, question suivante. Pour l'angor microvasculaire, c'est le même traitement pour l'angor stable? Généralement, oui. C'est le même traitement, sauf la revascularisation, bien sûr. On ne peut pas revasculariser. Les artères sont déjà perméables. Comment on peut faire la différence entre l'angor instable et l'angor de Prince-Métal sur le plan clinique? Donc, je ne sais pas si vous avez fait le cours sur les syndromes coronariens aigus, mais l'angor instable, c'est une forme de syndrome coronarien aigu qui comprend également l'infarctus avec sus-décalage
qui comprennent, donc les syndromes coronaires aigus comprennent l'infarctus avec sus-décalage, l'infarctus sans sus-décalage, le NSTEMI, et l'angor instable. Donc, généralement, le patient, lorsqu'il se présente, on ne peut pas faire la différence. Le patient va présenter une douleur généralement de repos, ou bien au moindre effort, donc une aggravation. Parfois, le patient a déjà un angor stable qui s'aggrave très rapidement. On parle d'angor crescendo, ça fait partie de l'angor instable, donc, ou bien un angor très sévère, donc au moindre effort, très récent, donc dans le dernier mois. Donc là également, on est dans le cadre des syndromes coronariens aigus. Donc, l'angor de Prince-Métal, il a un certain caractéristique clinique. Généralement, il est nocturne. Ça survient chez des sujets plutôt jeunes, surtout tabagiques. C'est une douleur très intense qui survient la nuit ou au petit matin et qui disparaît au bout de quelques minutes. Mais on ne peut pas être sûr. Donc, sur le plan clinique, ça peut faire également un syndrome coronarien aigu. Donc, il faut faire un ECG. Si on trouve un ECG au moment de la douleur, un sus-décalage transitoire, c'est en faveur de l'angor de Prince-Métal. Mais ce n'est pas toujours le cas. Même dans le syndrome coronarien aigu, on peut avoir un sus-décalage non persistant. Donc, c'est la coronarographie qui va montrer que les artères coronaires donc, ne sont pas obstruées. Avec une douleur qui apparaît au repos, surtout s'il y a un sus-décalage au moment de la douleur, il va nous aider à confirmer le diagnostic de l'angor de Prince-Métal. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, on ne tombe pas sur le sus-décalage, donc la coro, elle est normale, ou bien des lésions qui ne sont pas très sévères. On va faire des tests de provocation pour essayer de confirmer le diagnostic. Donc, le diagnostic n'est pas toujours facile. Mais sur le plan clinique, le patient qui se présente avec une douleur de repos, on va dire que c'est un syndrome coronarien aigu jusqu'à preuve du contraire. Au cours de l'exploration, on va évoquer parfois l'angor de Prince-Métal, mais pour confirmer, il faut faire la coronarographie. Si elle est normale, on penche plutôt pour le diagnostic de l'angor de Prince-Métal ou d'autres diagnostics également. Et c'est les tests parfois de provocation qui sont nécessaires pour déclencher le spasme. Si on trouve un sus-décalage au moment de la douleur, tant mieux, donc c'est en faveur. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile de faire le CG au moment de la douleur. Et parfois, la douleur a disparu, donc le patient a fait sa douleur chez lui, il vient, il n'a plus de douleur, une douleur de repos, et on va faire le CG, il est normal, on va faire la coro, elle est normale. Est-ce que c'est un Prince-Métal ou parfois même l'angor microvasculaire va se présenter de façon aiguë, donc ce n'est pas toujours facile, mais globalement, toutes les douleurs de repos, c'est un angor, c'est un syndrome coronarien aigu jusqu'à preuve du contraire. La coronarographie est souvent nécessaire et elle va aider à faire le diagnostic. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez gardé quelque chose de ça. Quelle est la différence entre un angor stable et un angor fonctionnel? Et pourquoi les ondes ischémiques ne fixent pas suffisamment le traceur radioactif? Donc, l'angor fonctionnel, on dit un angor fonctionnel, c'est pour les angors sans obstruction coronaire. Donc, généralement, on utilise rarement ce terme. Par exemple, une douleur angineuse, alors que le patient présente un rétrécissement aortique, une insuffisance aortique ou une anémie sévère. Donc, actuellement, on dit plutôt angor sans obstruction coronaire. Donc, là, ou bien une ischémie sans obstruction coronaire. Donc, on a des symptômes qui évoquent une ischémie myocardique. S'il y a une cause évidente, par exemple un rétrécissement aortique ou une insuffisance aortique, c'est bien. S'il n'y a pas, donc à la coronarographie, on ne trouve rien, on va évoquer soit un angor de Prince-Métal ou un angor microvasculaire et ce n'est pas toujours facile de faire la différence. Donc, angor fonctionnel, c'est lorsque les artères ne sont pas bouchées et l'angor est dû à autre chose qu'une lésion coronaire serrée. Mais vaut mieux ne pas éviter ce terme. Quels sont les examens complémentaires en première intention? Donc, on a dit que les examens, systématiquement, on va faire le CG, le bilan biologique, l'écho. Ça, c'est en première intention. Bien sûr, ensuite, on va faire des examens complémentaires, des tests d'ischémie ou des tests anatomiques. J'ai comment choisir entre ces différentes modalités, mais généralement, c'est pas toujours facile
et c'est généralement le cardiologue qui va faire ce travail. Question suivante, j'ai pas compris le principe du pontage. J'ai raté une question là. Sur la fixation. Bon, je pense que c'était la question sur pourquoi les zones ischémiques ne fixent pas le radiotraceur. Le radiotraceur il dépend du débit coronaire et de l'intégrité de la cellule myocardique. Donc, la cellule ischémique va avoir une altération de sa fonction et la fixation du radiotraceur, la pénétration du radiotraceur dans la cellule va être la question, j'ai pas compris le principe du pontage, comment le chirurgien va placer une artère au niveau de l'aorte, où il va ramener cette artère. Donc, l'artère qu'on utilise généralement, c'est l'artère mammaire interne gauche. C'est une branche de l'artère sous-clavière. Donc, il va la prélever sans la débrancher de l'artère sous-clavière et la suturer sur l'artère coronaire. Pour la veine saphène, on prend la veine du membre inférieur et on la branche sur l'aorte, on va la suturer sur l'aorte et la suturer sur l'artère coronaire. Donc, question suivante, est-ce que le traitement anti-agrégant est nécessaire après un pontage? Donc, tout patient qui présente une maladie coronaire, il faut donner un traitement anti-agrégant. C'est dans le cadre de la prévention secondaire. La question se pose pour la prévention primaire, parce que le patient n'a pas de maladie coronaire établie. Là, c'est un peu controversé, mais généralement, on ne donne pas d'anti-agrégant. Pour la prévention secondaire, on donne toujours un plus ou moins, c'est nécessaire, 2 anti-agrégants. Question suivante, est-ce qu'on peut dire que l'angor peut exagérer par l'effort? Généralement, il est déclenché par l'effort. L'angor stable, il est déclenché par l'effort. Le patient est asymptomatique au repos, il fait son effort, à un certain niveau d'effort, seuil d'effort, la douleur se déclenche, il s'arrête, de quelques minutes, ça disparaît. Pour une question, pourquoi les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans l'angor de Prince Métal? Les bêta-bloquants bloquent les récepteurs bêta. Les récepteurs bêta entraînent une vasodilatation, les bêta 2. On donne des bêta-bloquants surtout cardiosélectifs, ça peut entraîner une vasoconstriction. Ça peut aggraver l'angor de Prince Métal. Question suivante, car il aggrave oui. Quelle est la différence entre la prévention secondaire et primaire? Prévention primaire, c'est avant l'apparition de la maladie, donc un patient qui n'a rien. La prévention secondaire, c'est après l'apparition de la maladie. Donc, si le patient fait un syndrome coronaire aigu, un angor stable, une atteinte des membres, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs confirmée, une sténose des artères carotides, un AVC ischémique lié à l'athérosclérose. Donc, dès que une maladie apparaît, on est dans la prévention secondaire. Donc, pour le spasme, on a dit que c'est les récepteurs bêta 2 qui entraînent une vasodilatation coronaire. Et lorsqu'on les bloque, on aura une vasoconstriction. Puisque logiquement, comme vous savez, le système sympathique, c'est pour gérer les situations de stress et l'effort, etc. Donc, le système sympathique, il va favoriser tout ce qui est pour faciliter l'effort et la gestion du stress. Si on veut faire un effort, le système sympathique va entraîner une tachycardie, une vasodilatation dans la circulation pour les muscles, pour le cœur, pour les zones essentielles pour faire l'effort. Donc, à travers les récepteurs bêta 2, on a une vasodilatation coronaire par le système sympathique. Si on les bloque par les bêta-bloquants, donc on peut avoir une vasoconstriction qui peut aggraver le spasme coronaire. Question suivante.
artère mammaire interne ou la veine saphène, il fait... non. Est-ce que les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'un engorge de prince métal? On en a déjà parlé. La primaire... Prévention primaire, passant à risque de développer. Quels sont les signes de l'angor instable? Donc, je ne sais pas si vous avez fait le cours sur les syndromes coronariens aigus. Mais en résumé, on a les syndromes coronariens aigus, on a trois types. D'abord, l'infarctus avec sus-décalage du segment ST. L'artère elle est complètement bouchée, c'est l'urgence extrême. On a les syndromes coronariens sans sus-décalage du segment ST. L'artère n'est pas complètement bouchée. Ça entraîne une ischémie aiguë, généralement du fait de l'existence d'un thrombus coronaire qui n'est pas occlusif. Dans ces cas, on dose les troponines. S'il y a élévation de troponine, donc il y a nécrose myocardique, on parle d'infarctus, mais sans sus-décalage du segment ST. Pour certaines situations, il n'y a pas d'élévation de troponine, alors que le patient présente une ischémie aiguë. Donc là, on parle d'angor instable, puisqu'il n'y a pas d'élévation de troponine, donc il n'y a pas de nécrose, donc il n'y a pas d'infarctus, c'est juste un angor instable. Donc l'angor instable, il fait partie des syndromes coronariens aigus. C'est une entité rare par rapport aux autres syndromes coronariens aigus où il y a élévation de troponine, ça représente à peu près 10%. Donc c'est une forme de syndrome coronarien aigu. Cliniquement, c'est la même présentation des syndromes coronariens aigus. C'est le patient qui présente une douleur de repos ou bien une douleur à l'effort qui s'aggrave très rapidement ou bien une douleur au moindre effort récente, ce qu'on appelle l'angor de novo. Donc, c'est un patient qui était bien et depuis quelques jours, il fait un angor au moindre effort. Là, ce n'est pas de l'angor stable. On est dans le cadre de l'instabilité. Également, un patient qui a déjà un angor stable et d'un seul coup, il va avoir une aggravation récente. Il montait facilement 2 étages et il n'arrive plus à faire quelques marches. Là, on est dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu. C'est une urgence. Le patient, on va faire un ECG très rapidement, doser les troponines. Si les troponines sont élevées, c'est un infarctus en sus-décalage du segment ST. Si les troponines sont normales, on parle d'angor instable. Question suivante. Quelles sont les anomalies de l'ECG qu'on peut les voir en cas d'un angor stable? Donc, l'ECG peut être normal, parfaitement normal. Les anomalies les plus fréquentes, c'est on peut avoir des séquelles d'infarctus. Si le patient a fait un infarctus ancien avec des ondes Q qui peuvent passer, l'infarctus peut passer inaperçu. Beaucoup d'infarctus sont silencieux. Le patient présente une douleur qu'il néglige et au bout de quelques mois, il a de l'angor stable et on trouve des séquelles d'infarctus à l'ECG. On peut avoir une hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à l'hypertension artérielle, un rétrécissement aortique. On peut avoir d'autres anomalies, des troubles de rythme, etc., qui ne sont pas spécifiques. Donc, l'ECG n'a pas vraiment une valeur diagnostique très importante. Question suivante. Le geste de pontage implique la veine avec l'artère. Généralement, actuellement, ce qui est recommandé, c'est de faire un pontage, ce qu'on appelle tout artériel. Pardon. Donc, on essaye de faire un pontage qu'avec les artères. Généralement, on prend l'artère mammaire gauche. Pardon. Si nécessaire, on prend l'artère mammaire interne droite. Mais certains chirurgiens prennent l'artère radiale, etc. Donc, on essaie au maximum d'utiliser les artères. Mais parfois, ce n'est pas possible et on utilise les veines. La veine saphène, par exemple. Donc, on peut avoir sur l'ECG également des troubles de repolarisation. Donc, si on trouve un sous-décalage, des ondes négatives, également, c'est en faveur de la cardiopathie ischémique, mais l'ECG peut être également tout à fait normal et les troubles de repolarisation ne sont pas toujours secondaires à une ischémie.
Oui, même, oui, bien, donc les troubles de repolarisation, c'est-à-dire la repolarisation, c'est le segment ST et l'onde de T. Donc les troubles de repolarisation, on peut trouver un sous-décalage du segment ST des ondes T négatives. Dans le cadre de longueur stable, on fait le CG, on trouve ces signes, euh, mais généralement on les trouve plutôt dans les syndromes coronariens aigus. Dans longueur stable, le plus souvent le CG est normal. Mais on voit, au moindre doute, on va faire un dosage de troponine, etc. C'est un doute sur le caractère s'il s'agit d'un syndrome coronarien aigu ou d'un longueur stable. Dans longueur stable, le CG est le plus souvent normal, mais on peut trouver des troubles de repolarisation qui ne sont pas spécifiques. On peut les trouver dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, dans les troubles de conduction, dans les troubles ioniques, des effets des médicaments. Donc, il y a plusieurs situations où on peut trouver des anomalies de repolarisation. Et ce n'est pas spécifique à l'ischémie myocardique. Donc, je vois que le longueur instable prête un peu à confusion. Euh, donc, on parle de la réponse aux dérivés nitrés. Donc, c'est vrai, donc longueur stable, généralement, ça répond aux dérivés nitrés. Si ça ne répond pas aux dérivés nitrés, il peut s'agir d'un syndrome coronarien aigu. Donc, la douleur se déclenche à l'effort. Si elle ne disparaît pas au repos ou aux dérivés nitrés, on va suspecter un syndrome coronarien aigu. Donc, pour vous, il faut surtout garder à l'esprit la différence entre angor stable et syndrome coronarien aigu. Donc, évitez le terme angor instable. L'angor instable, c'est un diagnostic a posteriori. Donc, c'est après. Donc, c'est une terminologie un peu ancienne. Donc, auparavant, on distinguait angor stable, angor instable. Donc, là, on parle plutôt angor stable et syndrome coronarien aigu. Donc, si les caractères de la douleur ne sont pas typiques d'un non-angor stable, c'est-à-dire si la douleur persiste après l'effort, si elle résiste aux dérivés nitrés, si elle se déclenche au repos, si elle se déclenche au moindre effort alors qu'elle était plutôt pour des efforts importants, là, on suspecte un syndrome coronarien aigu. Et ensuite, après le CG et le dosage de troponine, on peut garder le diagnostic dans l'angor instable s'il n'y a pas d'élévation de troponine. Sinon, s'il y a élévation de troponine, c'est un infarctus myocarde, donc sans sus-décalage du segment ST. L'infarctus avec sus-décalage du segment ST, on n'entend pas les troponines. C'est le CG qui confirme le diagnostic. On ne va pas perdre le temps à attendre les résultats du dosage de troponine. Une autre question, quelle est la différence entre angor instable et syndrome coronarien sans sus-décalage? C'est le dosage de troponine. S'il y a élévation de troponine, c'est un syndrome, l'angor instable, il fait partie des syndromes coronariens sans sus-décalage du segment ST. Les syndromes coronariens sans sus-décalage du segment ST, on a l'angor instable, l'infarctus sans sus-décalage, le MSTEMI, et l'infarctus avec sus-décalage, le STEMI. Et c'est l'ECG plus les troponines qui vont faire la part entre ces trois entités. Voilà, donc l'angor instable, il fait partie des syndromes coronariens sans sus-décalage. Donc c'est un syndrome coronarien de troponine négative. Une question, peut-être la dernière. Dans l'angor instable, le dosage de troponine est négatif. Non, non, c'est un commentaire, oui, effectivement. Dans l'angor instable, le dosage de troponine est négatif. Bon, ça c'est schématiquement. En réalité, bon, c'est plutôt, il faut faire une cinétique de troponine. Ce n'est pas le sujet de ce cours. Donc, on peut avoir une troponine élevée, légèrement élevée généralement, et généralement, il faut refaire un deuxième dosage de troponine. S'il n'y a pas d'élévation, si les troponines restent stables, pour les syndromes coronariens aigus, normalement, la troponine va augmenter. Il y a une cinétique de troponine. Parce qu'il y a plusieurs situations, on peut avoir un dosage de troponine positif en dehors de l'ischémie myocardique. Par exemple, un patient qui a un rétrécissement aortique, il peut avoir une troponine légèrement élevée. Un patient qui a une insuffisance rénale, etc. Donc ça, c'est le cours des syndromes coronariens aigus. Donc, il faut faire une cinétique de troponine. S'il n'y a pas d'élévation de troponine, soit c'est une cause extracardiaque,
soit c'est un langage instable. Donc, si, un langage instable, il n'y a pas de cinétique de troponyme. Donc, pas forcément une troponyme normale. C'est un peu compliqué, normalement. Dans le cours des syndromes corona aigus, vous allez détailler tout ça. Voilà, donc apparemment, il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions. Sinon, C'est bon. ok, donc merci pour votre attention Merci. et bon courage avec les autres cours. Si vous avez besoin d'éclaircir d'autres points, n'hésitez pas de me contacter. D'accord, Inch'Allah. Merci, docteur. Voilà. Bonjour. Bonne journée. Merci.